La mode est au terrorisme, et les écologistes veulent en être. Mais comme ils tiennent à leur image, un petit groupe de verts genevois se lance dans ce qu'ils appellent des actions terroristes non violentes. A priori sans blessés ni morts. Ils ciblent le nucléaire, les trafiquants d'armes et les industries polluantes. Leur plus gros coup demeure l'attentat au bazooka contre le surgénérateur de Crémalville. L'arme leur est vendue par Carlos, par l'intermédiaire des Belges des cellules communistes combattantes, les camarades de Frédéric Auriac. Ancien député vert genevois, Chaim Nissim est celui qui a tiré sur la centrale. Il a beaucoup écrit sur ce qu'il appelle la psychose de la clandestinité. Un complexe enivrant de supériorité, addictif, qui se développe quand on ne peut parler à personne de ce qu'on fait vraiment. Ce qui consiste en grande partie à tromper tout le monde. Et ce, pendant des années. Y compris dans le cas de Nissim, au contact pro-palestinien des CCC. Par parenthèse, ils avaient su que moi j'étais israélien, ils nous auraient tués, quoi. Mais ils ne le savaient pas, heureusement. On travaillait avec des faux papiers. Ils n'ont jamais su notre vraie identité, nous n'avons jamais su la leur. Enfin, 10 ans plus tard, on a su quand ils se sont retrouvés en prison. Donc on avait besoin d'un bazooka, et eux en avaient, par l'intermédiaire de l'armée rouge, les services secrets est-allemands. Ils nous ont appris comment l'utiliser, ils nous ont fourni l'arme et les fusées, nous expliquant comment on l'utilisait. Puis voilà, on a utilisé, ça a foiré. Voilà notre histoire en gros. Comment ça s'est passé? Vous saviez que c'était de l'Allemagne de l'Est derrière? Non, on pensait bien qu'il y avait parce que quand même, un bazooka et des explications, l'officier qui nous a appris à le manipuler est un officier de l'armée rouge, donc on voyait quand même que c'était quelque part des Russes, enfin je veux dire des... Ce sentiment de toute puissance et la satisfaction qu'il procure, comme une drogue, expliquent la carrière particulièrement longue de certains agents multiples, comme Diekopf, Genoux, et d'autres qui, à peine sortis d'une situation extrêmement périlleuse, n'ont de cesse de se replonger dans une autre, encore plus dangereuse, parfois pour des sponsors différents. Cela fabrique souvent des gens perchés, très fragiles et aisément manipulables, concluait Nissim. Il suffit de les prendre à leur propre jeu, de leur laisser croire qu'ils sont les plus malins. C'est probablement ce qui explique In che casino, l'Italie se retrouve à la gare de Bologne avec des explosifs vendus par Carlos qui vit alors en Allemagne de l'Est aux frais de la Stasi pour commettre des attentats attribués à la CIA. Les États-Unis avaient-ils intérêt à déstabiliser un pays européen pilier de l'OTAN? Y engendrer du désordre ne paraît pas le moyen le plus sûr d'y conserver des bases militaires essentielles. De plus, une provocation n'est utile que si on l'utilise pour supprimer les libertés publiques et la démocratie. Ce qui ne fut pas le cas en Italie. En revanche, Thomas Kram, spécialiste en explosifs, et Christa Frolich, tous deux proches de Carlos, se trouvaient à Bologne le jour où la gare centrale a explosé. Et les Palestiniens avaient d'excellentes raisons de vouloir faire sortir Abu Hanzeh Salef des prisons italiennes où il était détenu. Bien sûr, Carlos dément dans une interview du site Agoravox italien, mais il n'a jamais dit la vérité, capable de nier se reconnaître sur une photo devant un jury en plein tribunal. Dans la même interview, il reconnaît cependant la présence de ses deux comparses et dément que l'extrême droite ait été impliquée, prétendant faire porter le chapeau au seul gouvernement italien et états-unien. La seule chose de sûre, c'est que les hommes du SISMI, les services italiens, se sont pris les pieds dans le tapis en tentant d'impliquer l'extrême gauche avec de fausses preuves, faute d'en avoir de vraies, et surtout de pouvoir utiliser les informations que leur fournissaient leurs agents infiltrés. Tout ça, c'est un jeu que les services secrets jouent ensemble pour mériter un financement de la part de leurs gouvernements respectifs. Et c'est un jeu qui est, à mon avis, faux. Si l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent parfois dans les périodes de forte tension,
C'est encore plus vrai dans le monde paranoïaque des terroristes, qui ne brillent pas forcément par la lucidité de leurs analyses politiques. En plein festival, Jean-Luc Milan, Mao spontanéiste un peu paumé, passe sa soirée à essayer de convaincre un copain de lycée que les attentats qui déchirent les nuits cannoises depuis quelque temps sont le fait des communistes qui veulent déclencher une révolution. Malgré plusieurs bières, le copain trotskiste n'y croit pas une seconde. La situation n'a rien de révolutionnaire et il ne voit ni le PCF ni la CGT s'engager dans une telle aventure. Ils se séparent après minuit. Au petit matin, toute l'extrême gauche cannoise est réveillée par des descentes des policiers des RG. Jean-Luc Milan est mort, en posant sa bombe, au casino municipal, la 3e après celle du Palais des Festivals et de la villa de Marcel Dassault. Il avait dérobé les explosifs sur un chantier des Alpes où il avait travaillé. La police conclura qu'il avait agi seul. En fait, il avait des contacts avec l'ultra-gauche française et italienne.